Bonjour. Donc, après la conduction et la convection, nous parlons du rayonnement. Comme je vous ai déjà parlé, contrairement à la conduction et convection, le transfert thermique par le rayonnement n'a pas besoin d'un milieu matière entre le point chaud et le point froid. Et l'énergie, représentée ici sous forme de ballon, il peut être transmis du point chaud vers le point froid sans vraiment besoin de la matière, même si on peut avoir la matière qui existe, mais son existence n'est pas nécessaire parce que l'énergie sera transférée sous forme des ondes électromagnétiques, ce que nous appelons les photons. Et l'histoire, ça sera complètement différent de ce que nous avons déjà vu dans le cas de la conduction et convection, même si dans la réalité, nous avons toujours, ou souvent, pas toujours, souvent la présence de la conduction, convection et le rayonnement en même temps dans un problématique. Et là, il faut soit traiter les trois en même temps, ce qui est un travail assez lourde et des fois impossible analytiquement, ou soit il faut faire appel aux outils numériques, ou sinon il faut voir quel mécanisme est le plus dominant, et surtout lorsque la température est très élevée, comme c'est noté ici, il ne faut pas oublier à prendre en considération le rayonnement. Donc, comme je vous ai déjà parlé, tout corps, tous les objets qui ont une température supérieure à 0 Kelvin, ils sont capables, comme il y a une énergie interne entre les molécules et des atomes, donc ils bougent et ils sont capables d'émettre l'énergie sous forme des ondes électromagnétiques. On peut imaginer des paquets d'énergie comme les photons qui peuvent être propagés un peu dans toutes les directions, et on peut définir aussi une longueur d'onde pour ce type de problématique. Je parle de rayonnement. Si on veut vraiment entrer sur les détails moléculaires et l'origine du rayonnement. Mais ici, nous sommes plutôt intéressés par faire des calculs plutôt à grande échelle, et être capable à traiter des problèmes assez simples dans la vie quotidienne. Donc, le flux thermique qui sera émis par un objet qui a une température supérieure à 0 Kelvin, euh, ça va dépendre bien sûr de la température de la surface. Ça dépend de la nature de cette surface aussi, sur quel état il se trouve. Et aussi l'état de la surface, cette fois, pas vraiment, quand je parle de l'état, il y a liquide, gaz ou la forme de plasma, mais il y a aussi l'état de la surface pour savoir est-ce que la surface est une surface polie ou rugueuse. Donc tout ça, ça peut changer le rayonnement. Et aussi, il y a la longueur d'onde de rayonnement qui intervient, que lui-même, il dépend aussi des paramètres que je vous ai déjà parlé auparavant. Et toute cette complexité, ça devient encore plus lourde quand on sait que la direction de rayonnement, ça peut être aussi un facteur important pour les problématiques du rayonnement. Donc, ce qu'on propose, c'est voir les expressions pas très compliquées, assez simplifiées, pour voir déjà cette énergie qui est émise par le rayonnement va dépendre de quoi? Va dépendre d'un facteur, en fait des trois facteurs que vous voyez ici avec une constante que je vais détailler. Donc, le plus évident, c'est la température. Donc, le flux émis ici par le rayonnement, ça doit dépendre de la température
puissance 4 lorsque la température est exprimée en Kelvin. Ça va dépendre de l'air de la surface qui est en train d'émettre l'énergie, qui sera exprimée en mètres carrés. Et tout ce qui est les propriétés de la surface, son état, et aussi la qualité de la surface sera exprimée par un facteur très important qu'on appelle l'émissivité, ici représenté par epsilon, qui est un coefficient ou un facteur qui est sans dimension, qui dépend de la température, la longueur d'onde et aussi la direction du rayonnement qui nous intéresse. Et cette émissivité va avoir toujours une valeur qui est entre 0 et 1. Donc, il reste juste une constante qui sera toujours la même, sigma, la constante de Stefan Boltzmann, qui sera égale à 5,67 multiplié par 10 puissance moins 8. C'est assez simple à connaître par cœur parce que vous voyez, c'est 5, 6, 7 et 8. Il ne faut pas oublier la signe moins ici. Et son unité, vous pouvez le déduire simplement à partir de cette expression qui sera l'unité de flux ici qui est watt divisé par mètre carré par Kelvin puissance 4. Sachant que epsilon, il n'a pas d'unité. Donc l'unité de sigma sera watt par mètre carré par Kelvin puissance 4. Ce qui est important de ne pas oublier à mettre la température en Kelvin parce que contrairement à la loi de Fourier et la loi de Newton que nous avons avant, là-bas il y avait une différence de température, donc c'était pas important l'unité de la température en degrés Celsius, en Kelvin, c'était toujours la même chose, mais ici c'est la valeur absolue de la température puissance 4 qui est importante, donc il ne faut pas oublier à l'exprimer en Kelvin. Donc, une petite précision, dans les bouquins, quand vous voyez sur les textes, pour un corps noir, en fait c'est l'objet de notre référence, le flux sera égal à sigma t puissance 4, et dans les bouquins, c'est cette partie de l'expression qui est appelée la loi de Stefan Boltzmann. Dans notre cours, quand j'avance, des fois, quand je dis qu'on va calculer ou exprimer le flux émis, je donne référence à la loi de Stefan Boltzmann. C'est comme si toute cette expression était notre loi de Stefan Boltzmann. Donc il y a une petite erreur de langage quand on parle comme ça. Dans la réalité, c'est juste cette partie soulignée qui est appelée la loi de Stefan Boltzmann dans les bouquins. Mais ça, c'est juste un petit détail pour nous. Nous avons besoin de cette expression pour un corps, quelle que soit sa nature, pas forcément un corps noir. Donc il faut l'utiliser. Donc, le problème du rayonnement n'est pas si simple que ça, parce que on n'a pas toujours un seul objet dans l'environnement. Donc si j'avais un seul objet qui était dans l'environnement, qui avait une température supérieure à 0 Kelvin, je dirais, ok, la loi de Stefan Boltzmann est suffisante, et le flux qui est émis par cette surface, je peux le calculer. Mais le problème, c'est que dans un environnement, vous avez quasiment toujours plusieurs surfaces qui existent à la fois. Donc, ils peuvent interagir entre eux. Interagir, quand je dis interagir, ça veut dire elles peuvent transférer la chaleur sous forme de rayonnement euh, d'une surface à l'autre. Donc il y a une surface qui va émettre, l'autre il va le recevoir et il va, avec cette chaleur qu'il a reçue, il va
réagir différemment en fonction de sa nature. Il peut soit le laisser passer, soit l'absorber, soit réfléchir, on va en revenir. Et en même temps, cette deuxième surface, elle aussi, elle est capable d'émettre. Donc on a deux choses à la fois. Comme j'ai souligné ici, un corps ou un objet pour recevoir l'énergie par le rayonnement en même temps qu'il est capable d'émettre l'énergie sous forme de rayonnement. Donc je fais exprès d'utiliser deux couleurs différentes. C'est juste une convention dans notre cours. Donc en verte, ça veut dire le flux radiatif et qui est reçu par une surface. Et on verra qu'est-ce qui va se passer pour ce flux reçu. Et j'ai aussi un flux émis parce que la surface elle-même a une température supérieure à 0 Kelvin et je l'exprime en rouge. Donc pour le flux émis, on en a parlé juste à l'instant, on connaît la loi à utiliser. Pour le flux reçu, qu'on appelle aussi le flux incident sur un objet, il faut un peu détailler les choses, essayer de classifier des différents scénarios pour savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, si j'ai une surface qui est à une température supérieure à 0 Kelvin, TS, il va émettre l'énergie sous forme de rayonnement, donc la flèche rouge ici, et en même temps, de la part des autres objets dans l'environnement, il y a un flux qui arrive sur mon objet qui m'intéresse, le flux incident. Et pour ce flux incident, qu'est-ce que je peux imaginer comme scénario? Donc, le premier scénario, c'est qu'une partie de ce flux sera réfléchie par la surface vers son environnement. Une partie sera absorbée par cette surface et une autre partie peut être transmise à travers cette surface qui m'intéresse. Okay? Donc je ne peux pas imaginer d'autres scénarios. Donc, si je veux résumer cette petite vidéo, je peux le résumer sur cette image et savoir que j'ai toujours le flux émis si la température est supérieure à 0 Kelvin, qui est souvent le cas pour nous. Et j'ai aussi un flux incident. Et pour ce flux incident, je peux imaginer trois scénarios. Soit les trois arrivent en même temps, soit l'un des scénarios, soit deux, soit une combinaison de deux que je peux avoir entre les trois. Donc, il faut pour ça un peu discuter les détails et on verra dans la vidéo suivante comment il faut discuter de ça. Merci et à plus tard.